Il y a 200 ans, en 1821, presque jour pour jour, le 5 mai, mourait Napoléon Ier. Il a changé le destin de l'Europe, et on va se poser la question pourquoi et comment. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Donc on commence notre histoire en 1789 avec la Révolution française. C'est que dans ce contexte, et ce contexte bien précis, que le futur général Bonaparte, futur empereur Napoléon Ier, pourra gravir aussi rapidement les échelons. C'est avec cette grande instabilité qui caractérise la France à ce moment-là. Donc on va pas revenir sur la Révolution, parce que c'est pas le but de cet épisode, on reviendra dessus sur une autre vidéo, mais globalement, le roi a été déchu et même guillotiné le 21 janvier 1793, et le pouvoir appartient alors aux députés français qui vont en fait provoquer Vienne, donc l'Autriche, l'Empire d'Autriche, et concrètement toute l'Europe qui va donc déclarer la guerre à la France en 1792. Et pourquoi déclare-t-il la guerre ? Mais en fait, la politique extérieure française de Richelieu, donc le XVIIe siècle, Louis XIV, tout ça, jusqu'à la révolution diplomatique de 1756, c'est la France est contre les Habsbourg, donc contre Vienne, contre l'Autriche. Et de 1756 à la Révolution, l'Autriche est l'allié de la France. C'est le fait de la révolution diplomatique, justement. Mais les députés vont se baser uniquement sur la vision de Richelieu, et donc ignorer totalement ce demi-siècle de paix en Europe qui a été permis par cette alliance entre la France et l'Autriche. Il faut aussi dire que le roi de France a été guillotiné, ce qui fait pas forcément plaisir aux autres cours européennes, et surtout, le plus important, la France revendique maintenant des frontières naturelles. Donc les Pyrénées, les Alpes, ça change pas, mais aussi le Rhin. Et si on prend le Rhin comme frontière naturelle, on englobe la Belgique et ce qui est aujourd'hui les Pays-Bas. Et faire ça, c'est enlever une zone tampon que, par exemple, les Anglais considèrent comme nécessaire pour endiguer la force française. Donc globalement, ce qu'on peut retenir de cette période de la Révolution, c'est que l'État est très instable et la France est en guerre contre tout le monde en Europe, donc en 92-93 contre l'Autriche, le Saint-Empire romain, la Prusse, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, la Sicile, donc vraiment tout le monde. Situation de guerre particulièrement dure à gérer vu que les caisses de l'État sont vides au vu de l'instabilité et du ralentissement de l'activité économique. Exactement. Il y a une énorme inflation, notamment avec les assignats, et il y a une révolte fédéraliste intérieure, donc vraiment beaucoup de fronts à gérer. C'est vraiment le bordel partout, et la France, néanmoins, réussit à garder le front, donc elle a réussi à maintenir le front et à combattre les coalisés européens. Et c'est dans cette situation totalement trouble que va émerger le général Bonaparte. Donc on peut dire que ce jeune général suit le mouvement de la Révolution et fait preuve d'une vraie complaisance envers le système en place, la Convention. Exactement, envers la Convention montagnarde, pour la nommer, et même les régimes qui viendront ensuite. Donc le jeune Bonaparte, il s'illustre d'abord en 1793 au siège de Toulon, donc concrètement contre les Britanniques. C'est son premier contact avec la guerre, avec un pays extérieur. Exactement, et il va s'illustrer à nouveau lors d'une insurrection à Paris des royalistes contre le pouvoir en 1795, et Bonaparte va tirer au canon sur les insurgés, ce qui va sauver le pouvoir. Un vrai patron. Exactement, il va du coup gagner son titre de général avec cette action. Donc il n'a pas une très bonne réputation en 1795, et ce qui va lui permettre de se mettre réellement en avant, c'est que en 1796, l'année suivante, il y a deux fronts contre les coalisés qui sont vraiment importants. C'est le front du Rhin, qui est le front principal, et le front d'Italie, qui est le front secondaire. Et sur ce front d'Italie, ça se passe vraiment pas bien. Et Napoléon propose un plan extrêmement ambitieux, tellement ambitieux que le général en place va lui dire « Ok, mais tu viens l'appliquer toi-même ». Et donc il obtient, en 1796, le commandement de l'armée d'Italie sur ce front qui est censé être secondaire. Ça, c'est un jeune général qui a seulement 27 ans. Exactement, c'est une situation qui ne pourrait pas arriver sous l'ancien régime, il est beaucoup trop jeune, mais avec la Révolution, c'est quelque chose qui est plutôt courant. Et donc le jeune général Bonaparte arrive en Italie, il trouve une armée qui est vraiment en très mauvais état, avec pas de nourriture, pas de bons vêtements, une discipline qui est réellement chaotique,
et il va tout réinstaller, vraiment rebâtir cette armée, et il va mener sa première campagne d'Italie en 1796-1797. Il va battre 5 armées autrichiennes avec sa seule armée française et avec très peu de renforts. Il va tellement battre les Autrichiens qu'il va obtenir le traité de Campo Formio en 1797. Donc il va lui-même, presque seul d'ailleurs, négocier avec l'Autriche pour sortir l'Autriche de la première coalition. C'est d'ailleurs ce traité qui va plus ou moins terminer la première coalition, parce que la Grande-Bretagne, concrètement, reste en guerre contre la France. Et cette donnée, elle est importante. Le fait que la France soit toujours en guerre contre la Grande-Bretagne va motiver un projet du Directoire. Parce que, à ce moment-là, c'est, depuis 2 ans, le Directoire qui dirige la France. Et le Directoire veut faire un débarquement sur les côtes anglaises. Et il va charger le général Bonaparte de s'occuper de ce débarquement. Mais Napoléon a un plan dans lequel il n'attaque pas frontalement les Britanniques. Il cherche à les attaquer là où il ne les attend pas. Exactement, parce qu'il estime que ce débarquement sur les côtes britanniques, ce sera un échec. Donc il veut attaquer là où il y a un point faible, là où il arrive à discerner un point faible, il veut attaquer en Égypte pour couper la plus importante route commerciale de la Grande-Bretagne. Et de fait, l'Égypte, à cette époque, même si elle est sous influence britannique, elle est quand même une partie de l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, c'est un allié historique de la France. Et le général Bonaparte va quand même organiser une expédition qui est d'ailleurs militaire et scientifique, qui sera très importante du côté scientifique. Et il va partir en 1798, il va débarquer à Alexandrie et il va attaquer les Ottomans. Et c'est cette attaque un peu injustifiée sur les Ottomans qui va commencer la guerre de deuxième coalition. L'Empire ottoman est rejoint dans la guerre par la Grande-Bretagne, mais également l'Autriche, par exemple. Donc Bonaparte est en Égypte, et d'ailleurs il va battre les Ottomans à plusieurs reprises, notamment la bataille des Pyramides, puis il va remonter au Proche-Orient, donc jusqu'au Liban actuel, et poser le siège de Mont-Saint-Jean d'Acre. Que font alors les Britanniques qui ont traqué Napoléon à travers la mer Méditerranée avant qu'il débarque à Alexandrie? Surtout qu'ils ont une présence sur la mer Méditerranée. Alors totalement, les Britanniques règnent un petit peu en maître sur la mer Méditerranée, un règne évidemment qui est disputé par la France, mais la flotte française ne fait pas le poids à cette époque, donc elle va se faufiler, elle va réussir à éviter la flotte britannique, mais elle va tout de même se faire étriller à la bataille d'Aboukir en 1798. Mais le plus important pour le général Bonaparte n'est pas là, c'est-à-dire qu'en Europe, la France souffre sur le front italien comme du Rhin. Les armées, notamment russes d'ailleurs, qui ont traversé toute l'Europe pour combattre la France, qui font partie de la deuxième coalition, réussissent à écraser les Français en Italie. Donc la situation est alarmante, et le général Bonaparte va rentrer en France en 1799. Et il retrouve la France dans une situation politique extrêmement instable. Exactement, parce que le Directoire, qui est toujours en place, est critiqué pour sa situation financière, l'inflation s'envole, mais également pour son expédition en Égypte, qui n'a pas été un franc succès non plus, et aussi parce que militairement, sur les fronts d'Europe, la France recule. Donc la situation est parfaite pour un coup d'État, et Napoléon va mener son coup d'État en novembre 99, donc c'est la fin du Directoire et c'est le début du consulat. D'ailleurs, il est à noter que Napoléon ne dirige pas seul la France. Sous le consulat, il y a 3 consuls au début. Le consulat marque la fin officielle de la Révolution française qui aura duré de 1789 à 1799. Pour autant, la guerre de deuxième coalition en Europe, elle n'est pas terminée. Et d'ailleurs, la France recule toujours sur les fronts européens. Donc le général Bonaparte, premier consul, va mener la guerre en Italie qui, à nouveau, va devenir un front principal et il va écraser à nouveau les Autrichiens jusqu'au traité de paix de Lunéville en 1801 qui met fin à la guerre de deuxième coalition, du moins pour l'Autriche. Et ensuite on a le traité d'Amiens en 1802 avec le Royaume-Uni. Et donc cette paix d'Amiens sépare concrètement ce qu'on appelle les guerres révolutionnaires de 1792 à 1802 des guerres impériales de 1803 à 1815. Et cette paix ne satisfaisant aucune des deux parties, elle ne peut être durable. Exactement. Avec le traité de Lunéville pour l'Autriche et le traité d'Amiens pour les Britanniques, la France en fait prend du territoire en Allemagne et en Italie et reste trop puissante. Donc ça ne satisfait pas l'Autriche qui perd du territoire et une influence en Italie et en Allemagne, et ça ne satisfait pas non plus Londres qui ne peut accepter une France aussi puissante. Donc de fait, la paix elle ne va durer que 13 mois. Et c'est le Royaume-Uni qui va briser cette paix en attaquant les colonies françaises avec sa marine. Donc Napoléon doit évidemment répliquer, et il pense déjà à un projet de débarquement sur les terres anglaises dès 1803-1804.
et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il est couronné empereur. Mais qu'est-ce qui le motive à devenir empereur? Napoléon est devenu de fait consul à vie, après avoir été premier consul, donc il gère lui-même l'État, mais il estime que un autre général comme lui, avec des succès, pourrait totalement faire comme lui un coup d'État et donc renverser son pouvoir. Donc Napoléon, en fait, il veut juste sécuriser son pouvoir en devenant empereur. Et donc il met en place un système autoritaire. Totalement. Alors, il n'est pas un tyran, parce qu'il n'est pas cruel envers son peuple, mais il est totalement un despote. Il a tout le pouvoir, et d'ailleurs, au fur et à mesure de ses victoires pendant ses années de règne, il va renforcer son pouvoir encore, censurer encore plus la presse, etc. Quoi qu'il en soit, Napoléon a 3 projets qu'il mène en 1804-1805 qui vont énerver l'Europe. Donc le premier projet, c'est l'invasion des terres anglaises, du Royaume-Uni. Donc il va rassembler son armée dans le nord de la France. Le deuxième projet, c'est saper l'autorité de François II du Saint-Empire. Alors là, il faut expliquer un petit peu tout ce qui entoure François II. Donc François II, il est empereur du Saint-Empire romain. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la notion de Reich, que vous pouvez aller voir. Il chapeaute cette entité politique qui englobe toutes les terres allemandes, dont l'Autriche. Donc François II du Saint-Empire est empereur du Saint-Empire, mais également empereur d'Autriche. Ce sera important pour la suite. Pourquoi ça rapporte pour Napoléon? En fait, la France révolutionnaire, je le rappelle, a envahi la Belgique, ce qui est la Belgique aujourd'hui, et les Pays-Bas. Donc ces terres sont des terres du Saint-Empire romain. Donc la France fait partie désormais du Saint-Empire romain, à proprement parler, et Napoléon va mener un travail de sape, réellement. Il va attirer à lui tous les grands princes du Saint-Empire, notamment le prince de Bavière par exemple, qui était le plus grand soutien historique de l'Autriche. Ce soutien va totalement venir du côté français. Donc ça, évidemment, François II, il a du mal à l'encaisser. Mais il y a plus. Il y a aussi l'Italie, où l'empereur du Saint-Empire romain, également encore d'Autriche, François II, vient de perdre du terrain avec le traité de Lunéville en 1801. Napoléon veut faire élire un roi d'Italie. Parce qu'il faut rappeler que Napoléon est, à cette époque, déjà président d'Italie. Et il veut qu'il y ait un roi d'Italie. Donc il va proposer la couronne à 2 de ses frères, qui vont tous les 2 refuser, parce que accepter la couronne d'Italie, c'est s'éloigner de la couronne plus prestigieuse de la France, la couronne impériale. Après le refus de ses 2 frères, Napoléon va en fait s'auto-élire en 1805, mais à cette subtilité près que Napoléon va essayer de rassurer l'Autriche en disant qu'il est roi d'Italie, effectivement, mais que c'est son fils adoptif, Eugène de Beauharnais, qui va concrètement être vice-roi et diriger ce royaume d'Italie. Évidemment, cette explication n'est absolument pas suffisante, et c'est même un casus belli. L'Autriche va déclarer la guerre en 1805 à la France, et la Russie, qui voit d'un très mauvais œil l'influence française grandissant en Europe occidentale et ses annexions intempestives, va également déclarer la guerre à la France. Le Royaume-Uni est déjà en guerre avec la France, la 3e coalition est formée. Et l'accord entre la Russie et le Royaume-Uni pour expulser la France de la Suisse et de la Hollande. Exactement. Donc vraiment, les 3 puissances, qui sont rejointes ensuite par d'autres puissances, dont la Suède par exemple, vont déclarer la guerre à Napoléon, ce qui va en fait pousser Napoléon à annuler son projet d'invasion, de débarquement au Royaume-Uni. Et donc il va créer la Grande Armée en 1805, et il va se porter très rapidement sur les terres allemandes pour démarrer cette guerre de 3e coalition qui débute les guerres impériales. Donc voilà, c'était la première vidéo sur cette édition spéciale bicentenaire de la mort de Napoléon. On se retrouve la prochaine fois pour parler des guerres impériales.